Bonjour, je m'appelle Ahmed Hassouni, élève de LP Étoile à lycée Mohamed Khamis, Casablanca. Donc, je vais essayer de vous présenter mon travail de thé pendant cette année. Le thème de cette année, c'était la ville. Je suis intéressé dans mon travail au trafic routier et en particulier aux embouteillages fantômes. Ce sont des types d'embouteillages qui sont créés sans aucune cause, aucune perturbation. Donc, ma étude, l'objectif de mon étude, c'était de comprendre ce embouteillage fantôme, de le simuler et de sortir avec quelques conclusions pour améliorer les conditions des routes. Donc, ma présentation commence avec une présentation des hypothèses d'études qui sont fixées par la suite. Donc, puisque je m'intéresse à un phénomène qui est créé sans perturbation, sans aucune cause, j'ai pris les plus simples hypothèses d'études possibles. J'ai supposé que la route est unidimensionnelle, qu'il n'y a pas d'intersection ou de feu rouge. La route unidimensionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de virage, rien du tout, pas d'intersection ou de feu rouge, et la route ne contient qu'une seule voie. Donc c'est l'exemple c'est comme s'il y a une file d'attente, et donc c'est ça. Euh, Ensuite il y a l'explication du phénomène. Donc, le phénomène, c'est que lorsque la densité en véhicule dans une route dépasse une certaine densité critique, on voit la création de ces ondes de ralentissement qui se propagent dans le sens contraire du flux des véhicules qui et cette onde de ralentissement augmente en amplitude à travers le temps. Et ce phénomène, comme j'ai déjà expliqué, il est créé sans aucune perturbation, sans qu'il y a aucun accident, il n'y a pas de travaux dans la route. Même si ça, Même s'il n'y a pas aucune perturbation, on voit la création de ce phénomène dans notre vie habituelle. Par la suite, j'ai présenté ma modélisation du trafic routier. J'ai dit que le trafic routier, ce n'est qu'un système de N véhicules qui sont décrits par leur position à l'instant par leur position X à l'instant T et sont animés de leur vitesse Vn de T. Et j'ai introduit la grandeur d'N de T qui représente la distance entre les deux véhicules et le véhicule qui est en avant. J'ai, puisque j'essaye de modéliser le trafic, il faut que je modélise l'interaction entre les différents entre les différents chauffeurs. Et pour ça, j'ai besoin de, de comprendre leur comportement et de le modéliser par des équations mathématiques. Donc, j'ai dit que lorsque la distance Tn entre les véhicules est assez grande, il n'y a pas vraiment d'interaction parce que le énième véhicule, il est libre de marcher avec n'importe quelle vitesse qu'il veut. Il est libre d'augmenter, de diminuer sa vitesse, ça change rien. Il n'est pas contraint par la position ou bien la vitesse de n plus un véhicule. Ce qui n'est pas le cas lorsque la distance Tn est assez faible. Lorsque cette distance est assez faible, et le énième véhicule n'est pas libre de augmenter sa vitesse parce qu'il a parce qu'il risque de rentrer dans un accident avec le N plus 1 véhicule. Si le N plus 1 véhicule ralentit, donc le N véhicule il est obligé de ralentir lui aussi et donc il doit forcément laisser une distance d'NDT assez grande pour ne pas risquer de rentrer dans ce cas. Et donc c'est comme ça que j'ai modélisé c'est pour ça que j'ai modélisé les interactions entre les véhicules. J'ai supposé que euh, il y a une densité en véhicule dans la portion de route qui est assez grande pour qu'il y aura pour qu'il y aura des interactions entre les différents conducteurs. J'ai pris l'ensemble de ces hypothèses. J'ai dit que lorsque les chauffeurs
que lorsque la distance dn est assez grande, le chauffeur tend à réduire la distance dn de t. Il tend à ça. C'est ça le comportement d'un conducteur humain généralement. Il tend à réduire cette distance dn de t, donc il tend à augmenter sa vitesse. Mais s'il approche de cette distance, s'il s'approche, si la distance de t est très petite, il est obligé de se freiner pour ne pas risquer de créer un accident. Donc, il annule sa vitesse lorsque sa distance est inférieure à une distance critique que j'ai introduite. Je l'ai noté DCRT pour distance critique. Et j'ai dit que lorsque la distance dn de t est suffisamment grande, il prend une vitesse maximale qui vaut Vmax. Donc c'est ça la vitesse maximale du trafic qui est dans notre vie quotidienne représente la vitesse qui est fixée par la loi. C'est à peu près ça dépend de la région du pays. Et donc d'après ces hypothèses-là, j'ai introduit la loi que la vitesse de nème véhicule, c'est une fonction de la distance. Et cette fonction doit satisfaire les trois comportements des conducteurs humains. Et la fonction doit s'annuler si la distance est inférieure à la distance critique. Il doit être une fonction croissante de la distance dn de t. Il doit avoir une limite en plus l'infini qui est égale à Vmax. Et donc j'ai introduit une famille de fonctions f qui dépendent de alpha. Il y a le paramètre alpha là. J'ai introduit une famille de fonctions qui vérifie ces trois hypothèses. J'ai pris la famille des fonctions la plus simple qu'on peut imaginer. Ils ont une croissance exponentielle. Ils s'annulent en zéro. Donc j'ai analysé la situation. J'ai essayé d'imaginer la fonction la plus simple qui vérifie ces trois conditions. Donc j'ai trouvé cette famille des fonctions exponentielles. Et le paramètre alpha, c'est pour jouer sur la vitesse de croissance de ces familles de fonctions. Donc par la suite, on va voir l'influence de ce alpha. Est-ce qu'il a vraiment une influence? S'il a une influence, c'est pour quelle valeur de alpha on a vraiment la modélisation de la réalité. Donc par la suite, j'ai décrit ce que ça veut dire un état d'équilibre. Un état d'équilibre, c'est l'état du trafic routier où il y a le flux des véhicules est maximal à travers la portion de route. C'est-à-dire c'est où il y a peu de fluidité de trafic routier, les distances sont assez grandes entre les différents véhicules, il n'y a pas risque d'accident. C'est ça l'état qu'on souhaite atteindre lorsqu'on souhaite atteindre d'après une état donnée. Donc cet état est dans les parts. Et voilà la description de cet état. Que les distances entre les différents véhicules sont égaux, vont une constante égale à A. Et les vitesses entre les différents véhicules, les vitesses des différents véhicules sont égaux, sont aussi, et ils sont égales à la constante V limite, qui est f de alpha. F c'est la fonction qui décrit la relation vitesse-distance. Et donc, si on a si on a les véhicules ont la même distance entre eux, ils marchent avec la même vitesse. Donc cette situation décrit le comportement des wagons d'un train. Si le premier wagon marche avec une vitesse maximale Vmax, les autres wagons sont aussi peut aussi marcher avec la même vitesse. Il y a une sorte de maximisation de flux du véhicule à travers la portion de route.
et il y a le trafic routier le plus fluide. Il n'y a pas de propagation des ondes de ralentissement. Donc par la suite, j'ai décrit la simulation que j'ai créée. La simulation, c'était une fonction Python qui prend comme variable grand N, c'est le nombre de véhicules qui sont dans la simulation. Et donc TE, c'est la durée de la simulation. Et alpha, c'est la constante de la relation. C'est la constante qui est là, c'est la constante de la relation vitesse-distance que j'ai déjà introduit. Donc, et j'ai pris une vitesse et une distance initiale arbitraire. La distance initiale, je l'ai pris à peu près la, la distance que je souhaite à l'équilibre plus une distance de 10 mètres. Donc c'est comme que j'ai initialisé le trafic routier avec une état un peu écarté de l'équilibre et et j'essaye de voir comment les systèmes se comportent avant d'atteindre cet état d'équilibre. Est-ce qu'il y a la création de ces ondes de ralentissement que je vais étudier? Est-ce qu'il atteint directement un état d'équilibre sans qu'il y a sans qu'il n'y a rien? Et donc, je vous montre la simulation. C'est ça le code Python. Donc, c'est une simulation simple. J'ai pris 40 véhicules, 40 secondes. A1, c'est la constante alpha c'est la constante alpha de la famille de fonctions. Et cette variable qui est un booléen, soit false, soit true, ça représente est-ce que je veux commencer avec est-ce que je veux perturber le premier véhicule ou bien le faire marcher avec une vitesse V maximale. Donc j'ai pris pour aucune perturbation, je vais exécuter le code. Donc voilà ce qu'il donne. Il donne une animation des mouvements de ces véhicules, comment ils se comportent avant d'atteindre l'état d'équilibre. Bien sûr, moi, j'avais pas le droit d'introduire une vidéo dans ma présentation, et donc j'ai pas l'opportunité de leur montrer cette simulation. Et donc, ce que j'ai fait, donc, je vais attendre que cette simulation s'arrête. Donc, j'ai dit que j'ai eu pas la possibilité de leur montrer cette animation. Et donc, ce que je fais, que j'ai tracé cette courbe pour leur montrer la simulation. Cette courbe, ça représente quoi? Ça représente les différents états de trafic routier. Ça c'est la position. Donc ça représente la portion de route. Et ça, c'est les différents instants. Donc, lorsque je passe d'un instant t à un instant t plus dt, ça veut dire que ça représente l'écoulement de temps et l'état du et les différents états du trafic lorsque le temps s'écoule. Et donc, c'est ça les différents courbes que je vais introduire par la suite dans ma présentation. Je souhaite que tout ait compris. Il y a aussi qui représente la distance, la densité en véhicule avant d'atteindre l'équilibre, et une courbe qui représente la vitesse moyenne des différents véhicules avant d'atteindre l'équilibre. Donc, lorsque j'ai exécuté, j'ai pas donné assez de temps à la simulation pour atteindre l'équilibre. Donc, je vais maintenant donner assez de, bon, quand même, il y a le résultat dans la présentation. Oui. Donc, voilà le résultat voilà les différents résultats pour alpha est égal à 1,5, pour alpha est égal à 1, pour alpha est égal à 2.
Donc, ce que j'ai pu conclure d'après cette simulation, qu'il n'y a pas vraiment la création de ces ondes de ralentissement que je cherche à simuler. Il y a directement passage à un état d'équilibre. Et le rôle que joue alpha, ça joue seulement sur le temps caractéristique pour lequel il y a au bout de laquelle l'état d'équilibre est atteint. Donc, il ne joue pas vraiment un rôle fondamental sur la création de les ondes d'embouteillage fantôme. Donc, voilà lorsque je donne à ces variables que j'ai déjà montré, lorsque je lui donne la valeur true, c'est pour perturber le premier véhicule. C'est comme s'il est obligé de ralentir. Et j'essayais de voir est-ce que ce ralentissement, ces perturbations se propagent aux autres aux autres, se propagent aux autres véhicules. Et donc, on conclut qu'il ne propage pas vraiment, qu'il y a directement passage à un état d'équilibre. Et donc, même s'il y a perturbation, il n'y a pas la création de ce genre d'embouteillage que je souhaite simuler. Et donc, ce que j'ai conclu, que ma simulation ne modélise pas vraiment la réalité. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc, voilà ce que j'ai pas modélisé. Donc, ce qui j'ai pas pris en compte, c'est le temps de réaction des chauffeurs. C'est un retard. Donc, il y a dans la réalité la relation entre la vitesse densité n'est pas en relation directe parce que les différents conducteurs ont un temps de réaction temps. Il y a un temps de réaction entre ce qu'on mesure et ce qu'on souhaite changer. Et donc, ce temps de réaction va jouer un rôle fondamental dans la création de ces ondes de ralentissement. Et donc, voilà le résultat. Une fois qu'on introduit ce temps de réaction, et voilà le résultat pour un temps est égal à 0,3 secondes, pour 0,6 secondes, et pour une seconde. Une seconde, c'est le temps de réaction d'un être humain normal. Et donc, une fois on introduit ce temps de réaction, on voit la création de ces ondes de ralentissement que je souhaite simuler. Voilà, il y a création sans aucune cause, aucun, sans aucune perturbation. Et voilà l'oscillation de la densité en véhicule et de la vitesse moyenne du flux avant qu'il y a, avant qu'il atteigne avant qu'il atteigne l'état d'équilibre. Donc voilà, donc par la suite, c'est juste une exploitation des différents courbes. Pour le cas taux est égal à 0,3 secondes, on voit la création de ces ondes de ralentissement qui s'amplifient en amplitude. Il y a une première onde, une deuxième onde, une troisième onde. Et donc, ça c'est le cas d'une seconde. On voit la création ce qu'on appelle dans cette théorie de modélisation de trafic routier, c'est un stop and go traffic. Donc, il y a un premier véhicule, il s'arrête, et l'autre vient, et il s'arrête lui aussi. Il est obligé de simuler le même mouvement du véhicule qu'il y a en avant. Et donc, on voit la la propagation de ces perturbations. Et donc, c'est ça ce que je viens de, c'est ça. Donc, pour le temps est égal à 1,3 secondes, on voit l'intersection des différentes trajectoires des véhicules. Et donc, dans ce cas, pour un temps de réaction assez grand, il y a le risque de créer des accidents. Parce qu'une intersection de trajectoires, ça modélise un choc entre les deux véhicules et donc c'est un accident. Et donc lorsqu'on introduit une perturbation, on voit de même la propagation de cette perturbation dans les autres sections dans les autres sections du trafic routier, donc pour les autres véhicules. Et vous voyez, cette perturbation est assez bref. Il ne dépasse pas les 3 secondes. Donc, un ralentissement de 3 secondes va se propager pour les autres véhicules. Bien sûr, pour une densité en véhicule assez grande, va se propager vers l'autre véhicule et il
il s'amplifie, il s'amplifie lorsqu'il se propage. Et imaginez si on a imaginons si on a une première perturbation qui dure 3 secondes, une autre perturbation qui dure 4 secondes, une autre perturbation qui dure, donc si on a une succession de perturbations, et leurs perturbations dans la vie quotidienne, il se crée tout le temps. Et donc on aura la propagation de chacune de ces perturbations, on aura l'amplification de chacune de ces perturbations, et donc c'est vraiment un problème. Donc c'est pour ça, c'est de ça vient l'importance de l'étude de l'embouteillage fantôme et de lui proposer une résolution. Et donc par la suite j'ai calculé la vitesse d'amplification, c'est-à-dire lorsque le temps découle, combien de véhicules ce phénomène inclut par seconde. Et donc j'ai fait un calcul de variation de nombre de véhicules sur variation de temps, ça donne 0,1 véhicule par seconde. Donc si on laisse par exemple ce phénomène dérouler pour des centaines de secondes, ça va inclure des dizaines et dizaines de véhicules. Et j'ai aussi calculé la vitesse de propagation de ce phénomène, c'est la distance pour laquelle il est propagé sur la variation du temps, donc c'est 4,8 mètres par seconde. Et donc par la suite, ma simulation s'intéresse à la variation. J'ai fixé le temps de réaction sur 1 seconde. Et je suis intéressé à la variation de la distance souhaitée à l'équilibre et comment cette distance influence la fluidité du trafic. Donc ça c'est pour 30 mètres, pour 40 mètres et pour 50 mètres. Lorsqu'on a une distance de 30 mètres, on voit la création de ces ondes de ralentissement et leur propagation. Mais de plus en plus, lorsqu'on augmente cette distance, on voit la disparition de ces ondes de ralentissement et le trafic, il y a passage direct à un état d'équilibre, il n'y a jamais ces ondes de ralentissement, le trafic est plus fluide, plus rapide. Même si on essaie de perturber ce trafic routier avec l'arrêt du premier véhicule pour quelques secondes, on voit que cette perturbation est diffusée parce que la distance est assez grande, il y a assez de temps pour les différents véhicules de réagir et donc d'atteindre d'atténuer cette onde de ralentissement lors de sa propagation lors de sa propagation pour les autres portions du trafic routier. Et donc, j'ai sorti avec le résultat qu'un grand temps de réaction, bien sûr. Moi, j'ai fait l'étude pour une vitesse donnée. Donc, pour cette vitesse, j'ai sorti avec ces hypothèses-là. Une autre vitesse peut donner des autres vitesses, peut donner des autres résultats. Mais ça modifie seulement les valeurs numériques, ça modifie pas les résultats. Un grand temps de réaction implique la création des embouteillages fantômes et les risques de création des accidents. Et donc, une grande longueur à l'équilibre implique l'absence de la formation des embouteillages fantômes et l'annulation des perturbations. Et donc, les valeurs numériques que j'ai sorties avec cette étude, c'est pour cette vitesse donnée, et donc ils ne peuvent pas être généralisés. Si on prend une autre vitesse, ça peut donner un autre résultat. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Et il y a dans la fin une bibliographie que j'ai utilisée comme ressource dans ma étude. Il y a une annexe des codes Python dans la simulation. Donc, à la période des questions avec le jury, la première question que le jury m'a donnée, il m'a demandé
que votre modélisation n'est pas vraiment une modélisation de réalité parce qu'il il m'a dit que dans l'autoroute, il n'est jamais obligé de s'arrêter. Il ralentit, mais il ne s'arrête jamais. Il ne, il, il ne, et donc, lorsque j'ai dit que si la distance dn de t est inférieure ou égale à la distance critique de la TSRT, on a Vn est égal à 0. Mais je lui donné une réponse et cette réponse, je lui dis que imaginez que vous êtes dans ce point-là, c'est-à-dire que votre distance du distance critique, voilà la distance critique, votre distance de la distance critique est assez grande, donc vous essayez de diminuer vous essayez de diminuer votre distance. Donc vous marchez donc sur cette région-là. Mais lorsque la distance entre vous et le premier véhicule atteint une certaine distance, votre vitesse commence à augmenter. D'après, si, il suffit juste d'analyser cette fonction. Lorsque vous à un certain moment dans cette courbe-là, c'est pas vraiment augmenté. Lorsque vous atteignez un point où votre vitesse est égale à la vitesse du véhicule qui est en avant, vous êtes dans un état d'équilibre. Vous simulez exactement le même mouvement de véhicule en avant, et donc il y a une équilibre avec vous et le véhicule qui est en avant. Le seul cas où vous êtes obligé de s'arrêter, c'est lorsque le véhicule qui est en avant s'arrête. Donc, ça veut dire que lorsque vous marchez avec n'importe quelle vitesse, vous diminuez la distance entre vous et le véhicule qui est en avant. Et donc, c'est certainement que vous atteignez la distance critique et vous arrêtez vous aussi. Et c'est comme ça qu'il y a la création des embouteillages flottants. L'examinateur était satisfait par cette réponse. Par la suite, il me demande comment pouvez-vous améliorer ce modèle-là, si on veut donner assez de temps, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je lui ai dit que je peux ignorer la route et les hypothèses, la route est assez dimensionnelle, pas d'intersection dans le feu rouge, parce que ces hypothèses-là ne modélisent pas assez la réalité, et elles créent des perturbations. Donc, je lui ai dit que je peux introduire dans ma simulation à un instant donné la probabilité d'un véhicule de changer la voie. Je peux étudier l'effet d'une intersection sur la file de la route. Et donc c'est ça. Et je lui ai aussi dit que lorsque j'ai introduit le temps de réaction temps, je le pris une constante, donc mais ça dépend vraiment de la condition d'humain, est-ce qu'il est fatigué, donc je lui ai proposé d'introduire un peu le fait de l'aléatoire, d'introduire un temps de réaction qui est aléatoire, de donner à chaque véhicule un temps de réaction aléatoire, et de commencer avec des états initiaux qui sont assez aléatoires, parce que c'est ça ce qu'il y a dans la réalité. On commence pas avec une distance qui est exactement la distance initiale plus A, et la distance initiale qui est exactement A plus 10 mètres. Donc j'ai lui dit ça. Donc par la suite, l'autre examinateur il me dit que vous avez choisi de modéliser le trafic routier avec une modélisation microscopique. C'est-à-dire que je me suis intéressé à chacun des véhicules, leur interaction avec le véhicule qui est en avant. Est-ce qu'il y a des autres modélisations? Moi, j'étais assez culturel dans ce domaine-là, donc je lui ai donné qu'il y a la modélisation avec des équations dérivées partielles, que si on peut faire une étude macroscopique, d'introduire une équation aux dérivées partielles qui
qui, qui, euh, qui décrit la création de ce phénomène, que je lui ai donné l'équation, que le dérivé de la perturbation temporelle est proportionnel à sa dérivée spatiale. Et donc, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé aussi? Euh, ils m'ont posé des questions sur mon code que j'ai créé pour simuler ce phénomène-là. Il choisit des lignes quelconques. Il me dit cette ligne fait quoi, cette ligne fait quoi, ça contient quoi, la matrice P, ça. Donc il m'avait posé des questions sur ce code-là. Et donc voilà. Pour pour vous, dans votre présentation, je vous conseille de ne pas trop écrire, de faire seulement des figures à expliquer et de ne pas trop expliquer. Vous voyez dans cette vidéo-là, j'ai pris à peu près 25 minutes juste pour présenter l'intégrité de mon travail. Donc pour vous, vous devez être bref, vous devez être rapide. Vous n'expliquez pas tout. Vous laissez un peu, vous laissez l'examinateur de vous poser la question par la suite. Si vous avez une expérience ou bien une simulation, un code informatique, vous ne la expliquez pas, vous disiez, donc j'ai créé ce code informatique ou bien j'ai fait cette expérience et vous laissez l'examinateur de vous poser la question sur une telle simulation ou bien de cette expérience. Et donc voilà, c'était ça mon petit PE. Merci beaucoup pour votre attention. Je souhaite que ça va vous aider par la suite dans votre travail.